Du choc d'idées jaillit la lumière, du choc des contradictions jaillit la pertinence de réflexion. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons patriotiquement de partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Nous sommes grands contradictions, grand débat contradiction, bien c'est votre émission, vous présentez par moi sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Et pour cette édition spéciale, nous avons l'honneur de mettre pour vous en évidence 3 thématiques. Nous commencerons d'abord par les Jeux de la francophonie. Est-ce que la RDC a-t-elle réussi à relever le défi ? Et en second lieu, nous parlerons de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Est-ce qu'il faudrait maintenir ou lever finalement cet état de siège? Nous finirons par un pas en avant sur le grand rendez-vous avec le destin qu'a dû prendre la République démocratique du Congo pour décembre 2023 avec les élections. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour avoir des élections libres, transparentes et crédibles comme nous le voulons? Et pour répondre à ces 3 grandes questions, nous avons eu l'honneur de trouver pour vous 2 profils à même de justement d'argumenter autour de ces questions. Nous commencerons évidemment à ma droite par celui qui nous vient directement du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à Joseph Kabila, Monsieur Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et des médias pour ce parti. Bonjour, Monsieur Aristote. Bonjour, très cher journaliste, pour cette invitation. Effectivement, la présentation a été correcte. Je suis M. Aristote Ngarimé, porte-parole du PPRD, le parti de Joseph Kabila Kabange, le secrétaire permanent, c'est le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Je suis très flatté par cette chaîne. Quand j'ai été convié, j'ai été invité, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas trouver une telle chaîne de télévision ici à Kinshasa, parce que je côtoyais plusieurs chaînes et je suis fort surpris, fort étonné par la qualité de tout ce que je vois ici, le management, l'organisation, le service technique, ainsi de suite. Félicitations à vous. Je pense très spécialement au DG Oscar Bissimois. Je vois, il est jeune, mais il a l'essence, il est lié par la perfection. C'est un homme que je connais, c'est un perfectionniste. Oscar Bissimois, félicitations à lui, à toute l'équipe. Je suis honoré. Félicitations. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Aristote. Je pense que vous êtes déjà familier à Congo 26 Télévision. Merci. Merci une fois encore d'être parmi nous. Et de l'autre côté, à ma gauche, nous allons partir du côté de la section Lemba Sud pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir en RDC, où nous piochons pour vous, chers téléspectateurs, Messieurs Archange Chango. Bonjour et bienvenue, Monsieur Archange. Bonjour mon frère, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Surtout, nous sommes vraiment contents, bien que encore plus ébloui. Malheureusement, je ne peux m'empêcher, en tout cas, surtout avec le professionnalisme de la chaîne, l'image que vous êtes en train de donner. En tout cas, un coup de chapeau au DG, Oscar Bissimois, qui est un grand frère, qui vraiment se montre toujours gentil à mon égard. Et sinon, tous mes remerciements, surtout pour cette invitation. Et je pense que le débat sera à la hauteur. Bien et sûr. voilà un Bien peu. sûr. Donc, premier vice-président de la section Lemba Sud, conduite de main de fer, permettez-moi en tout cas de le dire, par la présidente sectionnaire Bobette Kadinekene Milolo. Merci encore à vous aussi, messieurs Archange, d'avoir répondu présent à notre invitation. J'aurais voulu que vous ayez une autre forme de chapeau. Hein. Celle que vous avez n'est pas habituelle pour l'UDPS. Vous comprenez de quoi je parle. Les Monnières, c'est la résistance. Nous avons le pouvoir, donc voilà. Vous avez changé de fusil d'épaule. Alors commençons par le premier sujet, la première thématique, les Jeux de la francophonie. Est-ce que la RDC a gagné le pari? On va commencer avec vous, monsieur Archange Chango. Est-ce que vous pensez que le Grand Congo a été à la hauteur des attentes quant à ces 9e Jeux de la francophonie? Je répondrai directement par la positive, parce que voilà, nous pouvons dire que la RDC s'est distinguée. La RDC s'est distinguée par rapport à l'organisation, bien que voilà, cela n'était pas attendu de tous. On attendait bien sûr que ça soit un échec, mais voilà, nous avons surpris les mondes. On attendait que ça soit un échec. C'est qui attendait que ça soit un échec? Bon, malheureusement, nous avons dans notre pays une conception dans laquelle lorsqu'on fait l'opposition, c'est pour détruire. En lieu place de se dire que lorsqu'on fait l'opposition, c'est pour apporter une rectification et bien sûr donner des propositions positives. Le plus important, c'est les Congos, mais malheureusement, il y a un certain groupe de personnes qui ne comprennent pas ça et qui sont prêts à tout
prêt à tout pour que voilà, les choses ne marchent pas bien ou encore que les choses n'évoluent pas bien pour que l'on puisse tirer une sonnette d'alarme quant à ce. Revenons sur les fonds de la question. Est-ce que vous pensez que la RDC a été à la hauteur Bien des sûr, attentes? la RDC a été vraiment à la hauteur, que nous voyons du point de vue organisationnel, que nous voyons du point de vue des infrastructures, et bien sûr, bien que voilà, on a l'impression que on s'accroche plus sur ça, mais voilà, nous voyons même avec la cérémonie d'ouverture qui était vraiment Évidemment, quand vous parlez de la réussite sur le plan organisationnel, très souvent vous parlez de cette cérémonie d'ouverture. Vous savez, si cette cérémonie était bâclée, rassurez-vous, on allait soulever cela aussi. Voyez-vous. Alors lorsque ça réussit, permettez-nous aussi vraiment de faire aussi du bruit par rapport à cela, parce que c'était un succès sous le leadership, bien sûr, du chef de l'État. Évidemment. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, les Jeux de la francophonie, comme le dit votre co-débatteur du jour, ont été à la hauteur des attentes. Et puis voilà, il est encore revenu sur cette cérémonie d'ouverture ô combien flamboyant. Est-ce que vous partagez ce même avis? Je pense que je ne partage pas ce point de vue. Par ailleurs, j'aurais souhaité qu'on ne puisse pas organiser ces Jeux de la francophonie. À mon sens, c'est inopportun. C'était inopportun. Parce que le Congo avait ou a des problèmes sérieux sur lesquels il faut beaucoup plus s'apaisantir. Il y a un problème sécuritaire à l'Est. On se dit un État agressé. Il y a un problème économique. On n'a pas réussi à diversifier l'économie de notre pays. On n'a pas réussi à faire de notre économie une économie puissante au niveau de la sous-région. Sur le plan social, n'en parlons même pas, c'est l'enfer. Le chômage, la famine. À mon humble avis, je me disais que ce n'était pas opportun d'organiser le jeu de la francophonie. S'il fallait désigner le point important, le point saillant, c'était beaucoup plus ce dont je venais de citer ici, en lieu et place d'organiser le jeu de la francophonie. Donc pour vous, on ne devrait pas organiser ces 9e Jeux de la francophonie. Je parle de l'opportunité. Hein, je parle de l'opportunité. C'est un jeu qui existe. On l'organise presque chaque fois, ainsi, mais je dis, concernant la RDC, je dis que c'était inopportun d'organiser ces jeux parce que nous avons nos priorités, nos exigences. Il faut d'abord s'apaisantir si ces points-là, ces éléments-là, allaient place d'organiser ces jeux de la francophonie qui, en soi, ne changent rien en termes de vie des Congolais. Archange Changou, les Jeux de la francophonie, finalement inopportuns pour la RDC. Vous savez, loin de moi l'intention d'être très négatif ou comment, mais je vous dirais, voilà, nous avons directement la réponse par rapport à ce que je Monsieur Aristote a parlé d'autres priorités, donc notamment la sécurité, la santé et l'économie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous savez, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons avoir une vision d'avenir. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on organise les Jeux de la francophonie, il s'agit de l'image du pays. Quelle image qu'on avait de la RDC? On avait l'image d'un pays qui était complètement dans la guerre, d'un pays où rien ne pouvait se faire. Mais quand on est en train de nous parler de ces problèmes économiques et qu'on sort, je cite, mais dites-vous une chose, l'image que nous avons donnée d'un peuple hospitalier, d'un peuple qui peut accepter, participer à toute activité, d'un peuple qui est ouvert, eh bien c'est une image détail. Parce que ces investisseurs, ne vous en faites pas. Les investisseurs ne peuvent pas mettre les pieds là où il y a les bouts de bottes. Certes, c'est vrai, en République démocratique du Congo, nous avons une partie qui est butée à ces problèmes de guerre, mais nous ne devons pas nous dire que c'est tout un État. Et d'ailleurs, pour régler ces problèmes-là, nous avions besoin de cette question que notre économie soit plus forte et plus variante. Je vais vous donner un exemple. Vous allez nous dire quoi? L'Ukraine, ça ne fait pas longtemps, l'Ukraine a organisé des jeux, d'athlétisme en Ukraine, en pleine guerre. Vous allez nous dire quoi? Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'eux n'aiment pas leur peuple? Non. Et nous pouvons nous poser la question. Et l'Ukraine et la RDC, c'est quel pays qui réellement est vraiment en guerre ou qui est en train de souffrir par rapport à la guerre?
Donc moi je pense que c'est vraiment un faux fouillant et surtout, je préfère le dire, il y a aussi de la mauvaise foi malheureusement. Nous avons organisé ces Jeux de la francophonie qui étaient importants pour vendre l'image de notre pays et c'est le but qui a été atteint parce qu'aujourd'hui on a une autre image de la RDC. Voyez-vous, avec même cette histoire des Nyamulenge qu'on sort, je préfère toucher ces points-là aussi, où on disait que voilà, la RDC n'était pas hospitalier, la RDC n'acceptait pas d'autres peuples, mais à ces jours, on a une autre image de ces pays. Et bien sûr, vous pouvez même voir celle qui est adjointe de Louise Mouchikwabo, qui n'était pas là. Elle était éblouie par rapport à l'organisation et bien sûr, elle n'a fait que jeter les fleurs. Okay. Et cela est très important pour un pays. Monsieur Aristote, c'était finalement l'occasion pour la RDC de montrer à la face du monde qu'elle a une population accueillante. Hein. Affuble votre co-débatteur. Je suis fort convaincu qu'il faut aller dans la profondeur. Allez-y. Pour analyser ce que c'est le jeu de la francophonie. Qu'est-ce que la République a gagné après l'organisation de ces jeux? Qu'est-ce que nous avions gagné sur le plan économique, même diplomatique, même de la politique internationale? Il faut analyser ce que nous avions gagné. Il ne faut pas vous limiter à vénérer ou à célébrer l'ouverture de ces jeux de la francophonie. C'est bel et bien. C'était une réussite, j'en conviens, mais il faut aller en profondeur. Qu'est-ce que nous avions gagné, nous, la RDC? Qu'est-ce que nous avons? C'est ça le débat. J'ai dit tantôt ici que visiblement c'est un jeu, mais au fond, c'est aussi de la diplomatie, c'est les relations internationales, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est que nous vendons à l'extérieur, l'image que nous projetons de l'extérieur, c'est aussi ça le débat. J'ai encore dit ici, je crois. Il a parlé, en parlant justement de cette image, c'est qu'on a quand même vendu l'image d'une population qui... Voilà l'image qui a été vendue à l'extérieur. Un pays qui possède le peuple le plus pauvre du monde. Je souhaiterais qu'on puisse me contredire sur le peuple congolais n'est pas le peuple le plus pauvre du monde. C'est l'image qui a été vendue. Je veux aussi qu'on puisse me contredire si la RDC n'est pas, je dirais, agressée, c'est l'expression que j'emprunte, alors qu'il faut aussi analyser ce que c'est l'agression en relation internationale ou en droit international. La RDC est un pays où il y a le groupe rebelle qui pilule presque chaque jour. La RDC, c'est un État où on tue les citoyens à chaque instant, dans sa partie Est. La RDC, c'est un État où on venait d'assassiner un député en fonction. Voilà l'image que nous projetons. C'est un État où, je dirais, c'est un État fragile, un État défaillant, un État failli. C'est ça l'image que nous avions vendue. Il ne suffit pas d'organiser ces jeux-là, mais il faudra aussi voir quel est le secteur de la vie nationale que nous avions réussi à vendre. Sur le plan sécurité, nous avions vendu quoi? Sur le plan économique, nous avions vendu quoi? Sur le plan social, qu'est-ce que nous avions vendu? C'est ça les grands problèmes. Okay. Je serais content, mon co-débatteur, je pense qu'il en a, qu'il puisse me brandir la liste des investisseurs qui ont levé l'option de venir en RDC après le jeu de la francophonie. Okay. De un et Didier, il faut aussi nous dire, en termes de réduction du chômage, après les Jeux de la francophonie, le taux serait réduit de combien? Qu'est-ce que vous envisagez, l'estimation? En réalité, c'était un jeu en soi. Moi, j'estime que c'était inopportun. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi, certes, il a aussi défalqué le fonds important pour ces jeux. On a défalqué les fonds, le montant important. Jusqu'à maintenant, on demande à M. Isidore Kwanza, qui était l'organisateur principal. J'étais avec lui dans une chaîne de la place. Je lui ai posé la question, qu'il puisse nous dire le montant, l'enveloppe allouée, affectée pour le jeu, pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous devons savoir, est-ce que c'était vraiment opportun de le faire ou soit il fallait orienter ça autrement. Donc, dans l'ensemble, je ne suis pas pessimiste comme mon co-débatteur pense, mais je vois beaucoup plus qu'est-ce que nous avions gagné. S'il peut me dire ici 3, 4, 5, 6 éléments que nous avions concrètement gagnés. Okay. Parce que ne parlez pas de l'image, je vous ai présenté l'image ici. L'image de la RDC est tellement mal vendue. En réalité, mais le côté accueillant de la population n'est quand même pas, M. Aristote, le côté accueillant de la population n'est quand même pas. Justement, le problème, c'est lequel? Si vous m'invitez chez vous, vous dites, Aristote, je vous invite chez moi. Je viens chez vous, généralement, vous me gardez dans votre salon, dans votre petit salon, qui est certainement bien décoré, ainsi de suite. Mais je ne finirai pas qu'à rester dans votre salon. À un moment donné, je vous demanderai, je vais aller me soulager. Je verrai la qualité de votre toilette.
C'est ça la RDC. On invite les gens, venez ici à la francophonie, il y a les stades, mais il n'y a pas que ça. Il y a les détails, il y a les aspects qu'on doit aller voir ici en RDC. Leur SMIC est de combien, le taux de chômage, le taux de la pauvreté, et tout ça s'est mis dans un sac dont on a vendu l'image d'un État qui régresse, un État où le peuple est pauvre, un État où on n'arrive pas à éradiquer l'insécurité, un État où il y a les détournements, un État où il y a même des scandales, où on ne peut pas dire ici. Donc, en grosso modo, à mon humble avis, c'était inopportun. Il fallait d'abord se concentrer à autre chose. Pendant ce temps, pendant que votre co-débatteur est en train d'affûter ses armes, est-ce que vous pensez évidemment en organisant ces Jeux de la francophonie que les défis n'étaient que de brandir ou de gagner de la part de la communauté internationale qui forme cette organisation internationale de la francophonie? Est-ce qu'on devrait forcément gagner quelque chose? Ça faisait partie des défis à relever en organisant ces Jeux? Justement, parce que je vous ai dit, c'est les relations internationales. Vous savez, un État a des faces. Il y a la face interne, où il y a le gouvernement, vous voyez le gouvernement, le ministre, le gouverneur des provinces. Il y a également la face externe. La face externe, c'est maintenant la diplomatie, la politique étrangère. Quand vous gérez un État, vous devez tenir compte des facteurs que j'ai cités ici. La face interne et la face externe. S'agissant de la face externe, quand on organise de tels jeux de la francophonie, la Coupe du Monde, je ne sais pas. Donc, c'est pour vendre, c'est pour rendre votre État viable sur l'échiquier international. Alors, vous ne pouvez pas organiser de tels jeux alors qu'en interne, vous êtes désorganisé, désarticulé. Vous êtes divisé, il n'y a rien n'y va. On ne parle de l'hospitalité du peuple congolais. J'en conviens, cela ne suffit pas. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que nous avions concrètement gagné en dehors du fait qu'on a organisé ces jeux de la francophonie au stade de Matir avec les images, les caméras, ainsi de suite. Mais nous avions gagné quoi concrètement? Voilà ce que on allait plus gagner. D'abord, de un, il fallait, à travers ces jeux de la francophonie, que nous puissions avoir d'abord les investisseurs sérieux qui se prononcent pour venir en RDC. Nous étions en RDC. Vous avez vendu l'image de la RDC, dans tel secteur, nous viendrons investir. Ça, on n'a pas senti. Donc, c'est un problème. Si le plan économique, on n'a rien senti. Si le plan... en fait, d'abord, j'ai dit ici, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que les autres chefs d'État ne sont pas venus? Il y a un seul chef d'État qui est venu. Les autres ne sont pas venus. Pourquoi? C'est aussi un quoi qu'au niveau de la diplomatie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas invité Mushikiwabo? C'est aussi un serré au niveau de la diplomatie. Donc, on a fait pour plaire aux autres, pour donner l'image, comme si tout va pour les mieux. Mais dans les fonds, il y a des sérieux problèmes en interne pour gérer la République. On va revenir sur cette question, évidemment, concernant d'autres chefs de l'État, notamment la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Vite fait, toujours inopportun de présenter comme ça la population congolaise, autant accueillante qu'elle soit, M. Changou. Vous savez, j'ai aimé ce qu'elle est en train de dire, bien que bon, on pouvait un peu rigoler parce que voilà, on avait l'impression qu'il y avait cette hargne-là à vouloir dire que voilà, ça ne marche pas ou ça n'a pas marché. Et surtout, écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas ramener par rapport au jeu de la francophonie. Quand vous nous dites par exemple qu'une population pauvre, on a vu l'image d'une population pauvre, l'image d'une population pauvre depuis 18 ans, d'une population pauvre depuis 24 ans, d'une population pauvre, oui. Mais quand est-ce que cette population est devenue pauvre? Et qu'est-ce qu'on devait faire? On devait croiser les bras? Non. Lorsqu'on nous demande de parler concrètement de ce qui y a eu comme réalisation, écoutez, il faut se dire une chose. Il ne faudra pas vouloir une chose et son contraire. Dire une chose et dire une chose en ne voulant pas, au fait, voir les contraires de cela. Soyons objectifs. Quel investisseur devrait venir en 2 semaines, en 3 mois, même en 1 mois? Un vrai investisseur. Il a lui-même parlé d'investisseurs sérieux. C'est pourquoi c'est ça. Un investisseur sérieux. Le jeu de la francophonie a pris fin quand? Écoutez, c'est comme on dit en lingala, et Achidate. Un investisseur sérieux ne viendrait pas comme toutes ces personnes que nous voyons là, ils viennent juste avec quelque chose, comment dire, qui n'est pas en réalité solide, ou qui ne pourra que faire 2-3 jours, ou comment. Non. Très bien. Mais nous parlons des investisseurs sérieux et qui pourront aussi, bien sûr, créer de l'emploi. Je pense que mais cela, s'il vous plaît. Et cela,
franchement, on ne peut pas aussi le mettre, l'étaler aux yeux de tout le monde. Non, ces investisseurs-là, ils font d'abord l'étude. Mais le plus important, c'est d'abord l'image que ces pays présentent. Okay. Je l'ai dit encore ici. Ce n'est pas pour autant que parce que nous avons des poches de rébellion, que les pays ne doivent pas partir vers des grands défis, enfin de réaliser une forte diplomatie pour que cela puisse bénéficier au pays. Même parlons du chef de l'État, des présidents qui devaient inviter. Je l'ai dit encore, peut-être que j'ai eu à le dire dans le temps, dans le passé, mais dans d'autres émissions. Ce n'est pas une obligation que tous les chefs de l'État soient là. On ne peut pas d'ailleurs brandir ça comme un échec diplomatique. Non, cela n'a pas de sens, s'il vous plaît. Mais comment expliquez-vous, vous organisez une activité d'une importance internationale et que voilà, il n'y a qu'une seule personne qui répond. Écoutez, le plus important, on a dit que tous les pays devaient être représentés. Oui. C'est même inscrit au niveau de la charte. Oui, je pense que mon co-débatteur pourrait soulever cela. Mais qu'on se pose la question, il y a une nuance claire au niveau de la charte. On parle de l'invitation de plusieurs pays ou des pays partisans. Mais est-ce qu'on parle des chefs de l'État? Non, ce n'est pas une obligation. Et même pour Louise Mushikwabo, lorsqu'on nous parle d'invitation, écoutez, il ne faudrait pas que nous disions des choses juste parce qu'on en veut. Parce que je le dirais, en réalité, dans notre pays, pourquoi je l'ai dit? Est-ce que c'est vraiment... Ça serait vraiment normal que l'on voie une invitation à Louise Mushikwabo, alors que c'était elle, la secrétaire de la francophonie. Non, essayons un peu d'analyser. C'est vous, la secrétaire de la francophonie. C'est vous qui organisez d'abord. C'est vous qui venez avec. Est-ce qu'on devrait vous envoyer une invitation? Et celle qui est son adjointe, la Canadienne, si je ne m'abuse, et elle a eu une invitation? Pourquoi elle est là? Non, non, il ne faudrait pas chercher à passer par le dos de la cuillère. Okay. Nous savons qu'il y a eu de la mauvaise foi, mais malheureusement, c'est un jeu qui a réussi et qui est bénéfique pour notre pays. Okay. Et nous aurons encore bien sûr, à voir les bénéfices que cela a engagé plus encore dans les jours qui suivent. Et à vous entendre, c'est juste une question de patience, c'est cela? Nous ne dirons pas que c'est une question de patience, mais nous dirons que c'est une question d'organisation. Une personne, un investisseur sérieux, ne peut pas débarquer dans un pays, même aussi stable que ce pays soit. Un investisseur sérieux ne peut pas débarquer en un mois. Non. Non. Ok, d'accord. Alors nous allons aller rapidement pour clore avec cette thématique autour des Jeux de la francophonie. Une petite question, d'ailleurs, vous avez parlé de ça en allant, parce qu'on parle justement des défis. Est-ce que l'absence de Louise Mushikwabo a-t-elle joué négativement sur l'organisation et même la tenue de ces activités des Jeux de la francophonie? Je vais commencer en 30 secondes, hein, monsieur Aristote. En réalité, j'ai dit tantôt ici, le Jeu de la francophonie, c'est de la diplomatie. C'est de la politique étrangère, c'est même de la politique internationale. Ne prenons pas ces jets comme un simple jet. En dehors des jets que nous voyons jets, mais au fond, c'est de la politique. On fait de la diplomatie. De un. J'avais dit tantôt ici que tout est codifié. Tout est pris en charge par une charte. On ne se lève pas un bon matin, on commence à organiser les jeux de la francophonie, on fait tout ce que vous voulez. Non, c'est codifié. C'est dans une charte, l'organisation de la francophonie. Okay. Il est clairement dit ce qui suit. Consultez la charte. C'est le pays hôte qui invite. Du moment où c'est clairement mentionné dans la charte, pourquoi vous voulez aller outre ça? C'est le pays hôte qui invite. C'est ce pays-là qui doit préparer les invitations et lancer partout au monde. C'est clair, c'est pas moi, c'est la charte, encore une fois. Est-ce que vous pensez que maintenant qu'on n'a pas invité la secrétaire générale? Le fait qu'on n'a pas invité Mushikwabo, à mon humble avis, à mon sens, on a confondu les cadres, on a confondu le contexte. Certes, avec le Rwanda, il y a une relation belliqueuse, il y a une relation conflictuelle avec le Rwanda, je suis d'accord, mais là, nous sommes dans un cadre, dans une diplomatie multilatérale, où on ne voit pas les conflits RDC-Rwanda, mais on voit une organisation qui regroupe plusieurs États. À ce moment-là, on ne fait pas passer nos conflits individuels. Donc, il a fallu que le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions puisse envoyer une invitation à celle-là, parce qu'il n'attendait que ça.
l'État congolais perdrait quoi en envoyant une invitation à Mushikiwabo? Je pense que c'est à cette question que M. Chango va répondre. C'est aussi simple. Encore pour le chef d'État, il faut rappeler, il n'y a eu qu'un seul président de la République, un seul chef d'État. En diplomatie, du Togo. C'est aussi un message. Tout est un message en diplomatie. S'il y avait au moins 4, 5, 6, avant qu'on puisse organiser en RDC. Vous savez le pays où on a organisé? Vous savez le nombre de chefs d'État qui étaient venus? On a organisé en Côte d'Ivoire. Justement, allez sur Google, tapez sur Google, vous voyez le nombre de chefs d'État qui étaient présents. Donc en RDC, il n'y a qu'un seul chef d'État. En diplomatie, c'est un message. Vous ne voulez pas que nous puissions vous le dire pourquoi. Quand on le dit, nous sommes aînés, pessimistes. Ok, très bien. On n'a plus qu'une seule minute en tout cas autour de ces sujets, Monsieur Archange. L'absence de Louise Mushikiwabo, ça crée débat, ça fait débat. Est-ce qu'elle a eu un impact, cette absence, sur le déroulement de l'activité? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai paru que Madame Louise Mushikiwabo regrette le fait d'avoir bâclé sa participation au jeu de la francophonie. D'être l'une des absentes, je crois que cela a été en réalité à son désavantage. Et elle le sait. Je suis sûr qu'elle le regrette amèrement. Parce qu'en réalité, elle a raté l'opportunité de... peut-être même c'est bomber les torses, d'être au sommet d'une organisation qui était une réussite même à la face du monde. Je veux le dire et je le répète. L'invitation, écoutez, lorsque nous lisons un texte, nous devons comprendre l'esprit du texte. Lorsqu'on dit qu'un État invite, ce n'est pas un terme d'invitation, non. C'est elle qui est appelée à recevoir. Gardez votre micro. Faisant partie de la francophonie. C'est d'abord ça l'esprit. Ce n'est pas distribué. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je vais d'abord vous dire une chose. Tous ces États qui ont participé à ces jeux, quand on dit que c'est l'État qui invite, ce n'est pas d'abord en termes de président, non. C'est en termes de participation, des athlètes qui vont participer à ces jeux-là. Et nous avons vu les athlètes de tous les pays faisant partie de la francophonie. Nous devons comprendre d'abord l'esprit du texte, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, mettre dans la tête des gens que parce qu'il y a tel nombre de chefs d'État n'étaient pas venus. En tout cas, je vous assure que c'est vraiment tapé à côté parce que du point de vue diplomatique, d'abord, pour chuter, du fait que la RDC a décroché l'organisation du jeu de la francophonie, c'est la montre que nous avons de l'impact du point de vue diplomatique. Et voilà. La RDC a décroché finalement ses 9e Jeux de la francophonie, comme les pense M. Archange. C'était évidemment ce moment, cette occasion de brandir à la face du monde le côté accueillant de la population congolaise. Mais son co-débatteur pense qu'on a loupé l'occasion de marquer les points sur le chiquier international. Merci messieurs d'avoir apporté suffisamment de lumière à cette question. Évidemment, nous allons prendre la deuxième thématique évoquée et préparée pour vous, chers téléspectateurs. Nous partons du côté du Nord Kivu et de l'Ituri, vous le savez comme moi. Depuis le 6 mai 2021, le gouvernement congolais a pris des dispositions pour que se passe l'état de siège dans cette partie de la République. Crise sécuritaire à l'est de la RDC, faudrait-il maintenir ou lever finalement l'état de siège? Alors, première question quant à cette thématique, c'est à vous, monsieur Archange. De base, est-ce que c'était une bonne option, l'état de siège? Bien sûr que c'était une très bonne option parce que d'abord, vu cette situation qui perdurait, cette situation d'insécurité qui perdurait au Nord Kivu, eh bien, il fallait qu'une solution soit prise. Il fallait qu'il y ait des stratégies quant à ce. Et je pense que instaurer l'état des sièges, cela était une très bonne option parce que au-delà de tout, bien que voilà, il n'y a pas de perfection quant à ce, mais nous pouvons nous dire qu'il y a eu quand même des avancées par rapport à cela. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'on a atteint ce que l'on voulait par rapport à l'état des sièges, mais je pense que en tout cas, il y a eu des avancées par rapport à cela, à l'état des sièges, et nous croyons que bien sûr, avec les assises, la table ronde que nous avons, qui vient d'ailleurs d'être clôturée, je crois, si je ne m'abuse aujourd'hui, eh bien, nous aurons encore des propositions, parce qu'on nous a demandé de faire des propositions pour que l'on puisse voir s'il faut maintenir ou encore s'il faut réqualifier. Alors, moi, je pense, à mon avis,
ces propositions sont déjà sur la table du chef de l'État. Voilà. Et nous pensons que le chef de l'État pourrait encore s'inspirer de toutes ces propositions pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs par rapport à l'état de siège qui était instauré. Monsieur Aristote Ngarimé, état de siège, bonne option pour votre co-débatteur. C'est les débats contradicteurs. D'ailleurs, on va se rappeler. Je sais que le nez est courtois. Bien sûr. et surtout, je le fais pas. Et surtout, les débats, ils restent vraiment des idées, pas du jugement de valeur. Ce qu'il faut retenir, l'état de siège est un échec. Mais c'est Félix Tshisekedi a échoué. C'était une histoire mal préparée, mal cousue, mal conçue. Il n'a pas mesuré tous les contextes avant de décréter l'état de siège. C'est un échec. Et c'est extrêmement grave. Je vais démontrer cet échec. Ok. D'abord, vous avez 1 minute et demie, allez-y. Je me réfère d'un rapport pondu par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Je cite l'honorable Bertin Mobonzi, il a invité plus de 5 ministres pour échanger avec eux autour de cet état de siège. Il avait en son temps invité le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Il avait invité le ministre du Budget, Aimé Boji. Il avait invité le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il avait invité le ministre de la Justice, Rose Mutombo. Et vice-ministre de l'Intérieur, M. Jean-Claude Mandongue, pour échanger autour de cette opération état de siège. J'ai lu les rapports. Je vous invite aussi à lire ces rapports. Donc, on a dit que c'était un projet mal préparé, mal conçu. C'était comme fait sous le fait de l'émotion, les CRR, les tâtonnements. On n'avait pas une vision clairement définie sur ces projets. Donc, ça, c'est le rapport de l'Assemblée nationale, Commission Défense et Sécurité. Deuxième élément. Les rapports disent encore une fois qu'on a détourné plus de 70% des fonds alloués à l'état de siège. Détournés. Donc, si nous nous référons à ces programmes, à ces rapports plutôt de l'Assemblée nationale, nous pouvons tout de suite dire que l'état de siège a été mal conçu et c'est un échec. Ça, retenez. Ce n'est pas moi, c'est l'Assemblée nationale. De deux. Pourquoi est-ce qu'on avait instauré l'état de siège? Avez-vous l'idée des objectifs de cet état de siège? Évidemment, c'était pour ramener la paix dans cette partie de la République. Je vais arriver. Est-ce qu'il ne faudrait pas saluer comme cette volonté? On a instauré l'état de siège, mais le groupe rebelle ne continue qu'à se multiplier. Le groupe rebelle se multiplie de plus en plus à Ituri. Le milicien Codeco font la loi. Le groupe d'autodéfense existe toujours à Ituri, alors qu'il y a état de siège. L'objectif était d'éradiquer l'insécurité, d'écraser le groupe rebelle, en fait d'instaurer la paix. Mais vous décrétez l'état de siège, il y a multiplication, prolifération de groupes rebelles et les miliciens de Codeco font encore la loi. Donc c'est un échec. Okay. C'est le tâtonnement au sommet. Donc c'est grave. Vous êtes en train de dire qu'il fallait préparer cet état de siège. Mais justement, ce n'est pas moi d'ailleurs. C'est une bonne option, mais il fallait le préparer. Mais justement, ce n'est pas moi. C'est le rapport de la Commission Défense et Sécurité, honorable député Bertin Mobonzi, qui a invité le ministre qui avait un lien avec ces secteurs. Donc, c'est extrêmement grave. Encore, il faut noter, très cher ami, j'ai essayé un peu de... Vous savez, je connais un peu la province du Touri. Comme je suis passé par là une fois, deux fois, parce que je suis de là aussi. La province a plutôt 5 territoires. Il y a le territoire de Mahagi, le territoire d'Aou, le territoire de Djougou, le territoire de Mambasa et le territoire d'Irumu. Mais présentement, les miliciens Codeco ont érigé leur siège dans le territoire de Djougou, alors qu'il y a état de siège. Comment pourriez-vous comprendre? On décrète l'état de siège, mais les miliciens Codeco ont récupéré tout un territoire pour mettre leur siège. Donc c'est un échec. Ne volons pas la face. Mais c'est fait qu'il a échoué sur le plan sécuritaire. Il n'avait aucune recette politique ou sécuritaire à nous proposer. C'est un échec. Le seul discours que je vais entendre ici, c'est les 18 ans de Kabila. C'est vous qui avez amené les rebelles. C'est vous. Alors que vous avez le pouvoir, vous avez tout le moyen de l'État pour résoudre ce problème. Une petite question rapidement, M. Aristote, avant de prendre votre co-débatteur, parce que c'est les grands débats contradictoires.
Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose pendant ces 18 ans en rapport avec cette guerre à l'est de la République? Nous nous reprochons de rien parce que nous avions réduit sensiblement la capacité de nuisance de groupes rebelles. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il faut voir, il y avait combien de groupes rebelles. Quand il a quitté, il a laissé combien de groupes rebelles? Ça, il faut voir. Bon, il a quand même laissé des groupes rebelles. Et quelques poches de résistance. Il a laissé quelques poches de résistance. Ça, il faut le dire. Mais il en avait trouvé combien? Plus de centaines. Mais il a réduit sensiblement la capacité de nuisance. Ça, il faut rappeler. Il faut aussi dire que quand nous avions quitté le pouvoir, les M23 n'existaient plus. Ça, il faut aussi signifier, il faut marteler là-dessus. Le M23 a été écrasé depuis 2012, 2013, ainsi de suite. Donc, nous ne regrettons pas. Nous avions fait notre part, nous avons joué notre partition, mais c'était au nom de la continuité de l'État. Il fallait que le président actuel puisse continuer à cette optique où il faut instaurer l'autorité de l'État. Très bien, nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire, nous savons comment elle s'est écrite elle-même. Alors revenons essentiellement sur vos propos quant à cette question. C'était une bonne option, mais elle n'a pas été préparée. Résultat, il y a toujours des groupes rebelles qui continuent de sévir dans cette partie de la République, monsieur Archange. Vous savez, bon, j'admire un peu, ou encore, des fois, l'aîné qui veut directement sauter à la conclusion. Il a échoué du point de vue sécuritaire. Il a échoué. Donc, c'est au fait ça. Il faut qu'il échoue du point de vue sécuritaire. Mais moi, je vous dirais que cela est faux et archi faux. Pourquoi nous allons le dire? L'état des sièges. Lorsqu'on nous parle de l'état des sièges, on nous parle d'un rapport. Oui, les rapports que les députés ont eu à déposer par rapport à cette commission. Est-ce que c'est ces rapports-là que nous devons retenir ou dire que voilà, c'est ce qui engagerait réellement, parce qu'on devrait aussi penser au rapport du gouverneur qui sont en train de gérer. Oui, je suis en train d'évoluer dans ce sens-là. Nous devons comprendre une chose. Cela n'était pas du tout facile. On s'attendait à ce que les choses se passent de la manière la plus difficile. Mais c'était une option très importante. D'ailleurs, je suis content que mon co-débatteur dise que voilà, c'était une bonne option, mais bon, il nuance en disant que cela n'était pas préparé. Comment ça devait être préparé? Question mark. Là, en tout cas, c'est lui à lui de voir. Moi, je dis ceci. Aucune œuvre n'est parfaite. Et nous savions très bien que lorsqu'on a décrété cet état de siège, il y aurait toujours des résistances. Et vous devez vous dire une chose. Lorsqu'on nous parle des détournements et consorts, mais moi je vous dirais que d'une part c'est faux. Pourquoi je dirais que c'est faux? Depuis que nous avons l'état des sièges au Nord Kivu, nous avons augmentation des recettes de 30%. C'est là, et d'ailleurs, je vous demande encore de lire encore l'une des interviews d'un des grands du Nord Kivu, qui a clairement dit cela, bien qu'il a eu à nuancer en disant que voilà, c'est parce qu'il n'y avait plus contrôle par rapport aux militaires et consorts. Mais il y a eu augmentation des recettes. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que aussi du point de vue sécuritaire, que les choses puissent évoluer. Parce que c'est d'abord la recherche de la paix et la sécurité dans cette partie. Nous pensons que tout est en train d'être mis en œuvre pour que cela soit éradiqué. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans déjà. Écoutez, les groupes armés existent depuis 18 ans. Ok. Et ces groupes armés là, le grand problème c'est quoi? Vous savez le problème c'est quoi? On a aussi parlé des poches des résistants. Oui, non. Et surtout les M23 qui je vais en arriver, mon frère. D'accord. Nos frères ne devraient pas chercher à se dédouaner. Non. Nous sommes obligés de parler de la source en voyant les conséquences. Nous sommes là pour régler ce qu'eux ils ont fait comme méfait. Lorsqu'on nous parle du M23, mon frère, je vous dis, le M23 n'a jamais été radié. Le M23 a toujours existé. Et vous savez pourquoi le M23 s'était tué d'abord? Allez-y. Parce qu'il y a eu accord. Ils ont signé des accords avec le M23. Ils les ont promis des choses inimaginables. Ils avaient presque brandi, je dirais même pas presque, ils ont brandi la souveraineté de notre pays. Ils le savent. Si le M23 a repris à ces jours, d'ailleurs, le nom, quand on entend le M23, on nous parle du M23. C'est quoi? Mouvement du 23. Du 23 quoi? Du 23 mars. Qu'est-ce qu'il y avait le 23 mars? Il y avait signature des accords. Et ce nom-là du M23, c'est pour vous rappeler qu'il y a des accords que vous avez signés. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi doit porter ces chapeaux-là. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui veulent nous incriminer, nous accuser pour les erreurs qu'ils ont commises et que nous cherchons à réparer. Et moi, je peux vous dire une chose, cette histoire de M23, comme on dirait, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus parce qu'on travaille de façon que ces lois, ça est radié
de la plus belle des manières, Okay. et plus de la façon où nous cherchons à couvrir, nous cherchons non. Mais quand nous allons parler du M23 radié, eh bien, ça sera effectivement radié. Crise sécuritaire dans la partie est de la République, c'est dont on parle dans ce chapitre autour, bien sûr, de la sécurité à l'est de la RDC. Eh bien, on va se poser rapidement deux petites questions. Je vais revenir avec vous d'abord, Monsieur Archange, pour donner le temps à votre co-débatteur de vous contredire. C'est ça le jeu. Ouais, Commençons bien sûr par cette question. Je sais que vous êtes pour le maintien de l'état de siège dans la partie est de la République, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai une nuance. Mm. Je suis pour le maintien, mais seulement je me remets à la décision du chef de l'État par rapport aux propositions qui lui seront faites. D'accord. Qu'est-ce que nous retenons dans ce plateau? Vous êtes pour le maintien, évidemment, de l'état de siège? Je dirais oui pour l'instant. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pensez justement que cet état de siège aura une influence, c'est la dernière question évidemment, aura une influence sur le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République? Oui, l'état de siège aura une influence et une influence positive. Positive pourquoi? Écoutez, vous n'avez qu'à observer. Vous n'avez qu'à observer à avoir les personnes qui sont en train de décrire l'état de siège. Vous savez, ça fait 2 ans. On a entendu des protestations au Nord Kivu contre la MONUSCO. Une population qui s'est soulevée. Ce n'était pas caché. Nous avons une population qui s'est soulevée contre l'agression rwandaise. Voyez-vous? Mais en aucun cas, nous avons poursuivi cette population qui s'est soulevée contre l'état de siège. Juste nous dire quoi? Le problème, c'est quoi? Ce sont les députés. C'est toutes ces personnes-là dont on a arraché le beefsteak. Ils se servaient de cette province pour qu'ils puissent apaisantir leur soif égoïste. Et avec l'état de siège, tout a été bouché. Et tous ces magouilles qu'ils pouvaient faire, ils n'ont plus cette possibilité-là. Voilà pourquoi quand vous observez toutes ces personnes qui sont en train de réclamer la levée de l'état de siège, regardez mon regard. Vous verrez que ce sont des députés provinciaux. Vous voyez que ce soit quelques structures là et consorts qui bénéficiaient de toutes ces choses. Aujourd'hui, les députés provinciaux, voilà, ils ont le ventre presque vide. Parce qu'il n'y a plus de motions alimentaires qui faisaient débarquer chaque gouverneur à tout moment. Ils ne peuvent pas avoir des stratégies encore de motions alimentaires. Comme cela, ça se passe dans plusieurs autres, provinces. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, moi, je dirais ceci. L'apport positif de l'état de siège, oui. Mais seulement, bien sûr, nous nous remettons bien sûr à ce que dispositions remises sur la table du chef de l'État. Par le chef de l'État. Et personnellement, nous pensons que l'on pourrait chercher à apporter des améliorations parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Nous sommes dans un milieu, s'il vous plaît, un milieu qui est en réalité engagé par une grande partie des rebelles, comme on s'est dit, des groupes rebelles, comme nous pouvons le dire. Alors, il faut aussi un gouvernement militaire pour qu'il y ait des stratégies adéquates quant à ceux. Et cela est très important. Donc, mes frères qui nous ont laissé tous ces problèmes, qui nous ont laissé toutes ces difficultés, n'ont qu'à croiser les bras et à voir comment nous allons faire les choses. En lieu et place de vouloir nous accuser pour les erreurs qu'ils ont commises et qui nous mettent dans le pétrin. Qu'il reste voir comment vous allez faire partie ces Égyptiens. Voilà. Revenons avec vous, Monsieur Aristote Ngarimé. Et évidemment, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réponse de votre co-débatteur. C'est ça le jeu, la contradiction. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait maintenir cet état de siège? Je pense que mon co-débatteur est coupé de la réalité. Répondez d'abord à cette question, on va aller vite. Non, justement, parce que c'est ce qu'on demande. Ok. C'est à la demande de la base des notabilités. Les ONG, ils ont dit qu'il faut en effet lever l'état de siège. Il faut prendre une ordonnance pour abolir l'état de siège. Et vous partagez? C'est à la demande. Oui. Oui. On est en train de minimiser l'impact. Oh là là. Gardez votre micro. Quand je dis que vous n'avez pas suffisamment des informations, j'ai l'impression. Il faut lire les rapports. Nous voulons que la population puisse réellement s'élever. Nous voulons voir cette population qui dit non. Prononcée à travers les ONG. Pour la MONUSCO, elle n'avait pas besoin des ONG. À travers les élus. À travers les ONG, pour qu'on puisse abroger l'état de siège. D'abord, vous savez que l'état de siège, c'est une mesure d'exception. Un état de siège ne doit pas devenir une vie pérenne.
durable, c'est une mesure d'exception. Vous concentrez vos efforts, vous frappez sur un point et vous revenez à la normalité. C'était ça en effet. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il faut qu'on puisse continuer à maintenir l'état de siège alors que le résultat n'est pas visible. Je ne vous pose pas la question, j'espère au moins que vous avez en tête les objectifs de l'état de siège. Pourquoi est-ce qu'on avait instauré l'état de siège? Avant de dire qu'il faut maintenir. Mais pourquoi est-ce qu'on avait instauré l'état de siège? C'était pour éradiquer l'insécurité, mais il y en a encore. Donc l'état de siège n'a pas servi à quelque chose. Parce qu'il y a encore l'état de l'insécurité. Très bien, nous avons compris, M. Aristote. Alors quelle alternative proposer? Parce que l'état de siège a échoué. Vous avez 45 secondes, s'il vous plaît. Nous proposons qu'il faut revenir dans la situation normale. Il faut donner le pouvoir aux civils. Ça d'abord, donner le pouvoir aux civils parce qu'on a laissé le militaire, il y a des violations des droits de l'homme, des tracasseries militaires, il y a des rapports par-ci par-là, il y a la base qui continue à réclamer la suppression de cet état de siège. Je crois qu'il faut revenir dans la normalité. Il faut mettre un gouverneur civil de 1 et de 2. Il faut maintenant travailler avec nos forces armées. Il me semble qu'on a déjà on a la capacité d'acheter les armes, le munition, on a levé l'embargo, et ainsi de suite, qu'on puisse concentrer le moyen nécessaire à nos forces armées. Il me revient qu'on avait même mis $1 milliard pour le fonctionnement de nos forces armées, qu'on puisse traiter avec nos forces armées. Nous maintenons un gouverneur civil avec les forces armées, nous concentrons nos efforts là-dessus, ça va de 3. Il faut aussi échanger avec les notabilités du coin. Vous savez, parce que c'est un problème qui touche plusieurs générations, plusieurs couches, plusieurs secteurs. Il faut échanger avec les notabilités du coin. C'est ça ce que moi je pense. Si vous voulez maintenir l'état de siège, vous le maintiendrez même pendant 5 ans, mais vous n'aurez pas un résultat. Pour preuve, dans 2 ans, il y a plus de 6 000 personnes qui ont été tuées. 6 000 personnes. Plus de 3 000 personnes enlevées. Donc, je ne sais pas si vous êtes terrien, je ne sais pas si vous êtes pragmatique, réaliste, mais allez-y là au Nord Kivu et au soit à l'Itour, on vous dira qu'il faut lever l'état de siège. Même la cité de Bunagana a été récupérée entre le mai 1-23 alors que Nord Kivu était sous l'état de siège. Devons-nous parler de la réussite de l'état de siège ou de l'échec? Visiblement, on ne peut que parler de l'échec et supprimer, prendre une ordonnance tout à fait cessante pour abroger cet état de siège. Très bien, merci. C'est si facile à comprendre. Merci beaucoup, monsieur Aristote. Merci beaucoup d'avoir amené aussi suffisamment d'énergie à cette question. Il nous reste pratiquement 10 minutes. Nous allons aborder la dernière thématique. Nous allons retenir que nous souhaitons que finalement la paix revienne dans cette partie de la République. Là, très important. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Évidemment. Unanime en tout cas. Gardez votre micro près de votre bouche. Alors, dernière thématique, vous conviendrez avec nous. Nous l'avons dit au début de cette émission, chers téléspectateurs, ce rendez-vous avec le destin que notre pays a pu prendre pour décembre 2021, législatives, communales et présidentielles. Est-ce que ce bateau est-il en train de naviguer pour accoster à bon port? Cette question reformulée à laquelle répondra nos invités en 10 minutes, seulement 10 minutes pour répondre à cette question. On va commencer avec vous, Monsieur Aristote Ngarimé. Je rappelle que votre formation politique est très très sceptique quant à l'organisation de ces élections. Est-ce que vous pensez finalement que le bateau électoral n'est pas en train de naviguer pour accoster à bon port? D'abord, il faut rappeler que le PPRD ne boycotte pas les élections. Ah, très bien souligné. Le PPRD, mon parti, ne boycotte pas les élections. Cependant, le PPRD a des préalables. Notamment. Pour participer, le PPRD insiste que nous puissions avoir un bureau de la CENI consensuel, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui stipule à son article 10 que la CENI est composée de 15 membres, la répartition est très connue. Donc, nous ne boycottons pas les élections, mais nous voulons cependant avoir un bureau consensuel. Jusqu'à présent, il n'y a pas les délégués de l'opposition du PPRD au sein de ces bureaux. Ce n'est pas une faveur, nous ne commandons pas, mais nous voulons l'application de la loi. Didier Manara n'a jamais été mandaté par le PPRD, encore que la loi insiste, il faut lire la loi. La loi dit ce qui suit. Pour qu'on puisse entériner une candidature, il faut qu'il y ait le PV de désignation. Si vous demandez à quiconque, même en Bosso, qu'il puisse brandir le PV de désignation de Didier Manara, il n'y en a pas. Il n'y a jamais une commission mixte. Et c'est la loi. Du moment où on a violé la loi portant organisation de la CENI, nous avions dit
nous ne viendrons pas. Il faut d'abord qu'on puisse réparer ça. Il y a un problème au niveau de la racine. Il faut qu'on répare. Il faut qu'on extirpe Didier Manara, Agema Tembo et consorts pour qu'on puisse respecter la loi. Raison pour laquelle nous avons dit nous ne viendrons pas. Mais Denis Kadima, qui est Denis Kadima? Denis Kadima, c'est l'envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi qu'on a détaché au niveau de la CENI pour en fait proclamer autant de députés pour l'UDPS. Et M. Félix Tshisekedi. Sur base de quoi dites-vous cela, M. Aristote? Vous avez dit? Sur base de quel élément dites-vous cela? D'abord, de un, je ne parlerai pas de contentieux autour de sa désignation. Des contentieux que vous semblez être le seul à maîtriser. Non, le contentieux. Vous n'étiez pas au courant qu'on avait contesté ces messieurs à la tête de la CENI. Vous êtes censé connaître ça, vous devez comprendre ça. D'ailleurs, depuis que la CENI existe, apparemment, là n'est plus le problème. Là n'est plus le problème. Mais le vrai problème, c'est de voir comment est-ce que Denis Kadima gère la CENI. D'abord, c'est extrêmement grave. Le calendrier électoral est respecté jusque-là. Nous ne sommes pas inscrits, c'est vrai, mais on a demandé à ces derniers de trouver une organisation internationale réputée pour venir auditer le fichier de la CENI. Le message a refusé. Ça va nous passer du temps. Donc, voilà. Ce qui revient à dire, il y a un agenda caché. Il y a déjà eu une sorte d'audit à l'interne avec des experts internationaux. J'ai toujours dit ça partout où je passe, libre à vous. Il y a deux types de factures à payer. Okay. La première, vous voulez payer la facture avant l'organisation des élections, libre à vous de le faire. Il y a une facture à payer. Ça veut dire avoir un bureau de la CENI consensuel, accepter de faire la concession conformément à la loi. Parce que c'est une facture à payer. Deuxième facture à payer, c'est après les élections. Vous serez comptable de toutes les contestations qui auront lieu, parce que les gens vont contester, continueront à contester. Il y aura encore un problème de légitimité dans notre pays. Donc là, il faudra encore payer une facture. Donc c'est à vous d'apprécier quel type de facture que vous voulez payer avant ou après. Donc ça ne nous concerne pas. Denis Kadima, pour nous, son bureau n'existait pas parce que c'est un bureau qu'on estime illégal parce que ça ne répond pas à la loi. Donc, nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe. Bureau, bien sûr, de la Commission électorale nationale indépendante, selon M. Aristote, illégitime. Et donc, voilà, un préalable non rempli pour que sa formation politique, le PPRD, ne puisse rentrer dans ce bateau électoral. M. Archange Chango. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il saute aux yeux et que nos frères du PPRD ont peur des élections. Ils ne veulent pas des élections. Nous allons lui demander, monsieur Aristote, vous avez peur des élections? Je n'ai pas de préalable. Leurs préalables ne sont pas remplis, ils ne veulent pas partir aux élections. Mon frère, ce sont de faux fouillants. C'est comme on dirait chercher des poux sur le crâne rasé. Lorsqu'on nous parle de la désignation de Denis Kadima, mais écoutez, ce sont les confessions religieuses qui devaient désigner. Et il y a eu une majorité qui a été ressortie par rapport à cela, qui a choisi Denis Kadima. En ce qui concerne les représentants, tout s'est passé au sein de l'Assemblée nationale. C'est eux qui ne veulent pas accepter ça. Selon vous, pourquoi ils ne veulent pas? Ils veulent fuir les élections. Je reviens encore. Ils veulent fuir pourquoi? Ils ont passé près de 18 ans les 18 ans, à tourner dans la tricherie. Est-ce que nous allons rester sur ces 18 ans? Le pays ne va plus avancer. Écoutez, je le dis encore, il y a ce qu'on a fait de fait latente qui malheureusement s'impose. Le grand problème, c'est quoi? Je l'ai dit encore et je persiste. Ils ont passé 18 ans à avoir une majorité écrasante de façades, de tricherie. Et maintenant, la crainte, c'est quoi? Je vous dis qu'à l'issue des élections, de 2023, le PPRD, s'il s'engageait clairement aux élections, ils n'auront même pas 5 députés. Parce qu'en réalité, ça serait la vraie comment dire, réalité par rapport aux députés qui étaient nommés pendant les élections. C'est pourquoi je vous dis, et je le répète, que le problème est ailleurs. Même lorsqu'on nous parle du fichier. Écoutez, justement, le fichier. On a quand même besoin d'avoir un œil extérieur. L'audit. Mais écoutez, l'audit a été déjà fait par des experts internationaux. Je peux même citer celui de l'Afrique du Sud. Voyez-vous, Madame Jeannette Jeanne Val de l'Afrique du Sud. Il y a même ceux d'autres pays. Alors, lorsqu'on nous parle aujourd'hui de l'audit, écoutez, l'audit a été déjà fait. Et à l'issue de cet audit, voyez-vous, il y a eu ce qui a été balayé, que ce soit par rapport au doublon,
que ce soit par rapport aux mineurs, que ce soit par rapport aux non. Vous convenez avec moi qu'il y a eu quand même de doublons. Mais oui, près de 2 millions d'électeurs. Hein. Voilà. C'est pourquoi il y a audit. Écoutez, vous savez, je crois que en tant que scientifique, vous pouvez vous dire qu'il y a toujours des erreurs qui se font. Voilà pourquoi il pouvait avoir cet audit. Voyez-vous, parce qu'il y a 2 morts, il y a des mineurs, il y a même un problème des fois par rapport aux tests. Voyez-vous, qui pouvaient composer ces personnes. Mais aujourd'hui, nous avons ces fichiers qui a été validé et même salué par une grande organisation américaine que nous appelons IFES, qui s'occupe des systèmes électoraux. Donc aujourd'hui, le train est déjà en marche, que nos frères arrêtent de rêver. Il n'y aura pas de dialogue, nous irons aux élections. Quelles que soient les conditions, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, quand nous parlons des conditions, nous voyons quoi? Quand nous parlons des conditions, nous voyons quoi? L'organisation est faite de la meilleure des manières. C'est vrai qu'aucune œuvre n'est parfaite. Denis Kadima, que l'on est en train de décrier, c'est une image que nous devions d'ailleurs nous bomber les torses. Mais Monsieur Archange, permettez-moi de vous couper. On a l'impression que vous, au sein de l'UDPS, vous défendez mordicus la CENI. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Et pourtant, vous n'êtes pas un organe qui organise les élections. L'UDPS est un parti démocratique. L'UDPS a besoin de conserver le pouvoir par le chemin des élections. Alors, lorsque l'on cherche à salir ou encore à anéantir cet organe qui est censé organiser les élections, mais nous sommes appelés à soutenir cet organe pour dire que laissez-leur faire leur travail. Denis Kadima, aujourd'hui que l'on décrit, c'est parmi les experts qu'on n'a jamais eu dans notre pays. C'est d'ailleurs une image que l'on ne pouvait même pas salir aujourd'hui. Il a eu à organiser, à passer, à être observateur électoral dans plusieurs pays d'Afrique. Le récent ici, nous pouvons citer la Côte d'Ivoire en 2020. Ils étaient même avec le Centre Carter, qui est souvent du côté de l'opposition. Ils ont observé les élections en Côte d'Ivoire ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de décrier Denis Kadima en disant que c'est un envoyé de Félix. Non, écoutez, allons aux élections et évitons les faux fouillants. Allons aux élections et évitons les faux fouillants. Je pense que c'est avec ces mots qu'on va clôturer avec ces 3 thématiques abordées au courant de cette émission. On n'a plus que 3 minutes, alors nous allons les utiliser pour la dernière rubrique. Eh bien, la rubrique, c'est juste répondre par oui ou non. Nous avons fini avec les 3 thématiques. Je vais commencer avec vous. L'aîné, comme on nous a appris par votre co-débatteur, avec beaucoup de respect et surtout d'honnêteté intellectuelle. C'est ça même le grand débat contradictoire, mais dans le respect. Monsieur Aristote Ngarimé, oui ou non, vous avez dit qu'il faudrait enlever il faut lever l'état de siège. Oui. Ok. Oui ou non, vous avez dit au courant de cette émission que la RDC n'a pas pu lever le défi qui lui attendait quant à l'organisation des Jeux de la francophonie. Oui. Dernière question. Oui ou non, vous pensez que ce bateau électoral est en train de naviguer pour accoster à mauvais port? Oui. Très bien. Merci beaucoup. On va finir avec vous. On reviendra encore pour quelques secondes. Je sais que ce sera très court. Oui ou non, vous avez dit qu'il faudrait maintenir l'état de siège? En tout cas, j'ai nuancé. On attend. On maintient ou on enlève? J'ai nuancé. Aidez-nous à aller vite. On maintient, oui ou non? On maintient. D'accord, oui, on maintient pour vous. Oui ou non, la RDC a relevé le défi de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie? Eh bien oui. Oui ou non? Dites-le devant votre caméra, s'il vous plaît. Vous pensez que le bateau électoral est en train de naviguer pour accoster à bon port? Eh bien, effectivement, à bon port, oui. Très bien. Alors, j'ai promis de finir avec monsieur Aristote. Commençons donc avec vous pour ces derniers Jeux. Dites quelque chose de bien pour le PPRD, s'il vous plaît. Une seule chose, en 30 secondes, c'est comme vous voulez. Nous finissons sur cette note-là. Quelque chose de bien, que vous admirez au PPRD. Ce que j'admire, le courage. Très bien, merci. Ils sont courageux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cet après-midi, messieurs Archange, et surtout bon retour au sein de votre section Lemba. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Monsieur Aristote Ngarimé, dites quelque chose de bien pour l'UDPS, s'il vous plaît. UDPS, quelque chose de bien. J'ai des amis qui sont là. J'ai des amis qui sont là. Amis Makutano, c'est un ami de tout le temps. Diabanza, c'est tout. J'ai des amis qui sont là. Quelque chose de bien pour l'UDPS. Quelque chose de bien, est-ce que j'ai des amis là-bas? L'aîné n'est pas court. On vient de saluer tout à l'heure votre courage. Je réfléchis en fait. Réfléchis quelque chose de bien. Je vous suggère. Quelque chose de bien, que je possède un ami qui s'appelle Amis Makutano qui est là. Tout ce qu'il y a de bien, quelque chose de bien, quelque chose de bien. Oh là là.
J'ai mes amis qui sont là. Merci. En fait, je réfléchis. Merci. Merci. Quelque chose de bien. Merci Merci d'avoir Merci, accepté c'est notre moi. invitation. C'est Eh bien, moi. c'est Merci. sur cette note que nous finissons ce grand débat contradictoire. Merci de nous avoir été fidèles. Le programme est donc pris pour très prochainement sur votre antenne. Dans l'entretemps, que le Seigneur protège la grande nation au cœur de l'Afrique, qui est la RDC. Merci beaucoup.